Bonjour à tous et à toutes. Il est 10 h, donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Ça fera arriver les gens qui seraient encore en train de se connecter. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du programme H2020, puisqu'il y a toujours des programmes, des projets H2020 qui sont en cours. Donc je pense que c'est pour ça que vous vous connectez aussi aujourd'hui. Vous voulez en savoir plus sur la gestion de ces projets. Merci, s'il vous plaît, de bien couper vos micros. J'entendais du bruit en fond. Et sachez que, comme toujours, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver dès que possible, savoir dans quelques jours sur le site des PCN, sur la page dédiée de cet événement. Voilà, donc on va commencer par l'introduction avec un brise-glace, quelques petites questions via l'outil Slido. Donc, vous a mis le lien, mais on va vous le remettre parce que si vous venez de vous connecter, vous n'avez pas vu ça apparaître. Voilà, je viens de le faire. La première question qu'on va lancer maintenant, c'est qui êtes-vous? Quelle est votre profession? Pour savoir un peu qui est connecté avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, on a des project managers en majorité à la seconde où je vous parle, des chargés d'affaires Europe, des gestionnaires aussi, forcément, comme on va parler beaucoup de gestion financière ce matin. Donc du coup, l'objectif pour aujourd'hui, c'est de rentrer plus dans le détail du suivi financier d'un projet H2020, parce que vous avez toujours la perspective d'un éventuel audit lancé par la Commission européenne sur une partie où l'ensemble des rapports des périodes de votre projet. L'objectif, c'est de faire un bref rappel des règles d'éligibilité et de financement d'Horizon 2020 et de vous donner des conseils en la matière sur certains points clés qu'on a choisis aujourd'hui sur la gestion financière d'un projet H2020. Donc, on ne parlera absolument pas d'Horizon Europe, hein, et on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de focaliser sur tous les types de coûts. On a fait une sélection, donc on ne va pas parler de ce qui est listé là, savoir facturation interne et coûts spécifiques à certaines actions non plus, ou aussi le financement en cascade. Voilà pour la présentation. Pour la présentation de l'équipe, du coup, nous sommes cinq collègues dans l'équipe du PCN juridique et financier. Irénée Créta, Cécile Barra, Lucie Vaucel, Ingrid Lecky et moi-même. Alors apparemment, pardon, on a un problème de son, mais que on va essayer de solutionner d'une manière ou d'une autre. Désolée pour ce que ça pourrait gêner, en tout cas. Voilà, et du coup, on est chargé de vous informer sur les conditions de participation donc d'Horizon 2020 et surtout maintenant principalement effectivement d'Horizon Europe. Cela se fait en appui de nos collègues thématiques, mais aussi envers toute la communauté à travers des événements comme ce webinaire aujourd'hui, et notamment via la hotline qui vous permet de poser vos questions par mail ou par téléphone. Nous avons aussi plein de supports que vous retrouvez via le site internet que j'évoquais, dont on parlera également dans les ressources. Voilà pour la petite introduction. Donc, et puis aussi important, effectivement, dans le contexte d'aujourd'hui, et je l'indiquais quand j'ai fait un rappel avec le lien de l'invitation pour ceux qui l'ont reçu. Donc, en fait, aujourd'hui, on va
on a un webinaire de 2 heures maximum et on essaye toujours de dédier un temps à vos questions. Du coup, les années passées, on avait eu une intervention de différentes personnes de la Commission européenne, notamment en 2021, d'ailleurs aussi en 2020. Et en 2022, on a fait par nous-mêmes aussi 2 demi-journées, donc soit une journée à chaque fois entière dédiée à H2020. Là, comme on a réduit sur le format d'un seul webinaire, on ne peut pas rentrer autant dans le détail, vous en doutez bien. Donc, c'est pour ça que voilà, on vous invite à consulter les enregistrements de ces dernières sessions. Je vous ai remis là les liens directs pour aller sur la page où vous pourrez retrouver les enregistrements et vous avez les sujets principaux qui ont été abordés lors de ces 4 du coup demi-journées passées. Voilà. Donc aujourd'hui, on va du coup aller plus dans une présentation synthétique et on commence par les incontournables coûts de personnel, soit H2020. Et du coup, je passe la parole, si je ne dis pas de bêtises, c'est Cécile qui commence ou c'est Irénée? Ah pardon, perdu, c'est toi Irénée. Voilà. Pas de souci, Fanny. Je vais reprendre la main avec la présentation, Ingrid. Oui, merci beaucoup. Comme ça, ce sera mieux. Je pense que maintenant, ça va arriver en plan écran. Je te dis quand c'est bon. Ok, tu recommences, ça va? Parfait, super. Merci beaucoup. Alors, bienvenue, on va démarrer avec les coûts de personnel. Et surtout, donc, la présentation d'aujourd'hui, comme Fanny disait, est plutôt orientée à vous donner des suggestions et des conseils pratiques et de vous expliquer comment on peut éviter des erreurs lors dans une gestion d'un projet et donc pendant un audit. Et sans en fait rentrer vraiment dans les détails des règles de déclaration des coûts de personnel. Mais on va juste faire un petit rappel en introduction. D'abord, dans Horizon 2020, on connaît, il existe 2 régimes de détermination des coûts de personnel. Les bénéficiaires peuvent décider si déclarer les coûts de personnel en coût réel. En fait, il s'agit des cas de figure les plus fréquents. Et dans les cas de coûts réels, on va déclarer les coûts réels, les coûts horaires réels de chaque personne qui a travaillé sur les projets via cette formule, donc taux salaire horaire à multiplier pour les temps d'implication sur les projets. Et on va voir tout de suite, on va voir tout de suite plus dans les détails. Deuxième régime qu'on peut adopter est celui des coûts unitaires. On connaît 2 types de coûts unitaires pour les coûts de personnel dans Horizon 2020. Le premier est celui des coûts moyens de personnel, Average Personal Cost, et il peut être utilisé si la pratique comptable du bénéficiaire prévoit l'utilisation des coûts moyens de personnel. Et donc, dans ces cas-là, on utilise les montants par unité qui est prévu dans notre comptabilité, on la réutilise aussi dans la déclaration des projets Horizon 2020. L'autre option, c'est pour les coûts des dirigeants des PME et des personnes physiques qui sont bénéficiaires d'un projet Horizon 2020. Donc là, on a aussi un coût unitaire qui est, dans ces cas-là, préfixé et prédéterminé par la Commission européenne. Dans les 2 cas, les montants par unité qui, dans un cas, est déterminé par l'établissement, dans les cas de coûts moyens, et dans les cas de coûts des dirigeants des PME est déterminé par la Commission, on doit multiplier ces coûts unitaires par le nombre réel d'heures que la personne a travaillé sur les projets. Donc ça, c'est la panoramique globale de régime existant dans Horizon 2020. Et maintenant, on rentre un peu plus dans les détails dans les premiers régimes, celui de coûts réels. Pour les coûts réels, on connaît une formule qui est la commission qui indique ces formules à l'intérieur de la convention des subventions annotée. Et cette formule prévoit
que pour chaque personne qui travaille sur les projets, on doit multiplier les heures travaillées sur les projets pour les taux horaires de cette personne. Donc, on a deux éléments à prendre en considération, les heures travaillées et les taux horaires. D'abord, on regarde les taux horaires. Les taux horaires, en fait, doivent être calculés sur la base d'une formule qui aussi est fixée par la Commission et qu'on retrouve dans la convention de subventions annotée, dans les modèles de convention de subventions annotées, qui prévoit un calcul ou sur base annuelle ou sur base mensuelle. C'est un choix du bénéficiaire. Et donc, on doit, pour chaque personne qui a travaillé sur les projets, on doit diviser son coût de personnel pour les heures productives. Donc, comme je viens de dire, ou annuel ou mensuel, sur la base de la pratique que nous avons adoptée à l'intérieur de notre organisation. Ça, c'est pour les taux horaires. Et pour la première partie de la formule, donc les temps passés sur les projets, on doit forcément enregistrer les temps passés sur les projets. Et l'enregistrement de temps doit être fait par chaque personne qui a travaillé sur les projets, c'est obligatoire. Et on peut le faire via deux systèmes. Un premier système qui est le plus commun, c'est celui de l'enregistrement avec des feuilles de temps, papier ou numérique. Il existe aussi un modèle qui est proposé par la Commission, qui n'est pas obligatoire, mais sur la base duquel on peut s'inspirer. Sinon, il existe une alternative qui est utilisable dans tous les cas. Nous avons une personne qui travaille exclusivement sur les projets. Ça veut dire l'intégralité de son temps est passée exclusivement sur un projet. Et donc, dans ces cas-là, on peut utiliser une déclaration de travail exclusive. Et aussi, pour cette option, nous avons un modèle qui est proposé par la Commission. Et j'ai terminé avec la définition du contexte. Je passe la parole à Lucie pour continuer à vous montrer quelles sont les erreurs plus fréquentes et comment on peut éviter les erreurs. Merci. Merci Irénée, bonjour à tous. Alors, on va parler des erreurs qu'on rencontre le plus fréquemment, que les auditeurs constatent le plus fréquemment. Je veux bien que tu continues à partager l'écran, Irénée, s'il te plaît, et que tu mettes la diapo suivante. Dans le cadre d'audit, la Commission européenne a détecté un certain nombre d'erreurs. Les coûts de personnel malheureusement concentrent une bonne partie des erreurs rencontrées. Et effectivement, sur les coûts de personnel, ce qui est remarqué, c'est qu'on trouve régulièrement un calcul incorrect des heures productives. Donc, ces heures au dénominateur dont Irénée parlait juste à l'instant. On trouve des coûts de rémunération qui sont incorrects, qui sont soit estimés, donc non réels, qui ne correspondent pas à ce qui a été réellement payé aux agents. Les heures de travail déclarées sur le projet sont aussi incorrectes. On va y revenir, hein, je vais détailler un tout petit peu plus chacun de ces points. On va trouver du temps déclaré sur le projet alors que la personne était absente, en congé par exemple, ou était absente parce qu'elle travaillait sur autre chose, etc. Et puis, il y a aussi des erreurs qui sont liées à d'autres choses comme les feuilles de temps qui ne sont pas fiables ou qui ne sont simplement pas là, qui ne sont pas fournies aux auditeurs. Voilà. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, voilà, on va vous donner une série de conseils. Alors, d'abord des conseils, je commence par des conseils généraux pour éviter les erreurs. Bon, il y a des choses qui paraissent logiques, hein, mais ça mérite qu'elles soient redites. Le temps déclaré et chargé sur le projet est correct. Il correspond à la réalité. Le temps enregistré correspond aux conditions du contrat de subvention. Donc, on est vraiment sur des coûts qui sont éligibles et qui répondent aux critères d'éligibilité habituels, qui s'appliquent à toutes les catégories de coûts dans le cadre de subventions en coût réel. La rémunération figurant au numérateur, donc dans la formule pour calculer le taux horaire, donc c'est bien le nombre du haut sur la fraction au numérateur de la formule est correcte. On va y revenir. Et les heures productives, donc j'ai déjà mis un point d'alerte il y a une minute à ce sujet. Les heures productives figurant au dénominateur, donc c'est le chiffre du bas, le nombre du bas dans la fraction, sont aussi correctes.
Donc, si je rentre un tout petit peu plus dans le détail, on va avoir, fait un petit focus sur justement la détermination de ce taux horaire, avec coût de personnel au numérateur, heures productives au dénominateur. Concernant le numérateur, les coûts de personnel, il faut s'assurer que vous prenez bien en compte le coût chargé. Donc, le coût chargé, c'est en France le salaire brut plus les charges patronales, salariales, et puis peut-être d'autres taxes et autres coûts inclus dans la rémunération qui sont prévus par la législation sociale nationale et le référentiel RH applicable. Ce montant que vous mettez au numérateur ne va pas inclure des coûts appartenant à d'autres catégories de budget, par exemple les coûts indirects, des éléments de rémunération qui ne seraient pas éligibles. Là, on vous renvoie à un article spécifique de la Convention de subvention annotée H2020 qui vous liste une série de coûts non éligibles. Je pense à des coûts qui vont être chargés sur un autre projet, par exemple. Donc, évidemment, le double financement est à proscrire, ce type de choses. Des éléments de rémunération non individualisés et des primes qui seraient versées en lien avec l'obtention d'un financement européen. Et là, on vous alerte là-dessus. On va en parler à plusieurs reprises au cours de notre présentation ce matin. Il faut éviter tout effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'une prime qui serait versée pour la simple et bonne raison qu'un agent est impliqué dans un projet européen ne serait pas éligible, n'est pas éligible. Voilà. Il faut que ça soit une prime qui est systématique, appliquée selon des critères objectifs et non dépendants de l'obtention ou de la participation ou non à un projet européen. Si je continue sur les points d'alerte, je passe aux points d'alerte concernant les heures productives. Donc, les éléments, le nombre qu'on met au dénominateur de la fraction correspondant au taux horaire, pour le calcul du taux horaire. Vous avez la possibilité d'utiliser l'une des 3 déterminations suivantes pour les heures productives. Soit vous utilisez le forfait de 1720 heures. Dans ce cas, vous devez utiliser ce forfait. Il s'applique à vous si le contrat de travail de l'agent en question ne précise pas, ou des agents dans votre entité, ne précise pas les conditions de temps de travail, ou si les heures ouvrables annuelles ne peuvent pas être redéterminées. C'est de loin la formule, le forfait le plus simple, le plus fiable, et c'est celui qui est préconisé non seulement par la Commission européenne, mais aussi par notre PCN, par nous, dans la mesure où il permet d'éviter les erreurs. Il est conseillé pour les cadres au forfait, les primo-accédants et peut-être les petites structures telles que les PME. Vous avez la possibilité d'utiliser une autre détermination du temps productif, qui est le temps productif annuel individuel. Cette option va requérir de votre part davantage de suivi, car il va falloir suivre individuellement, pour chaque agent impliqué dans le projet, toutes les absences de la personne, les congés annuels, les congés maladie, etc. Donc, c'est un suivi vraiment strict par personne qui est à faire. Troisième option possible, c'est le temps productif annuel standard que vous allez pouvoir utiliser dans la mesure où ce temps productif annuel standard est supérieur à 90% du temps légal du travail. Par exemple, c'est les 1607 heures qui sont utilisées dans bien des établissements publics, en particulier les universités. C'est un mode de détermination des heures productives qui est conseillé s'il est en adéquation évidemment avec vos pratiques RH habituelles. C'est-à-dire que si dans le cadre d'autres justifications, d'autres projets, d'autres financements, c'est le principe que vous utilisez. Point d'alerte par rapport au choix de l'une de ces 3 options, il faut que ça soit une option choisie et qui soit utilisée pour toutes les catégories de personnel, pour tous les projets H2020 sur une année. Voilà. Il ne faut pas, c'est pas au cas par cas, c'est pas par agent. Il faut que les auditeurs viendront vérifier que cette même option est utilisée par catégorie de personnel et pour tous les projets H2020 d'une année. Une alerte sur la formule de calcul désormais. Donc on a vu, j'ai fait un certain nombre de points d'alerte sur le calcul du taux horaire. Quand on considère la formule de calcul dans son intégralité, les heures travaillées multipliées par ce taux horaire, il faut bien considérer que la formule de calcul doit être appliquée à tous les personnels qu'on va déclarer sur un projet donné, et pas seulement au personnel permanent
mais aussi au personnel recruté sur le projet. Malheureusement, un certain nombre d'établissements, parfois, ont pu oublier cela, et ça a été pointé du doigt dans le cadre d'audit, c'est-à-dire que le calcul n'était fait que sur le personnel permanent, qui n'émargeait qu'à hauteur d'un certain pourcentage de son temps sur le projet. Mais quand bien même vous avez un personnel qui est recruté pour le projet et qui consacre l'intégralité de son temps au projet, cette formule, la détermination du taux horaire et la multiplication du taux horaire par les heures travaillées, doit s'appliquer à ce personnel-là recruté à 100%. Il ne suffit pas d'indiquer, de prendre le montant que vous avez dans vos comptes dédié à la rémunération de ce personnel. Ça ne convient pas, il faut passer par le calcul du taux horaire. C'est très important. Ensuite, si je continue dans les conseils, un petit point d'alerte sur les congés maladie et arrêts de travail. Il ne faut prendre en compte que les arrêts de travail sur motif de maladie dûment déclarés en tant que tels auprès de la sécurité sociale. Voilà, c'est vraiment ce que vous allez prendre en compte. Et il faut les déduire dans le calcul du temps productif. Sauf dans le cas où vous avez le forfait de l'option, vous avez le forfait, le temps productif standard qui s'applique. Alors, ça ne correspond pas à l'option 1 que j'ai indiqué tout à l'heure, ça correspond à l'option 3, ce temps productif standard qui peut être appliqué, qui est souvent utilisé dans les universités. Voilà, dans ce cadre-là, vous n'avez pas à déduire les arrêts de travail dans le calcul du temps productif, mais pour les 2 autres options, c'est le cas. Ensuite, autre point d'alerte concernant les catégories de personnel. Un petit point d'alerte, vous allez à la fois déclarer en coût de personnel les employés ou équivalents, ceux qui ont un lien direct avec l'employeur via un contrat de travail, un arrêté de nomination, ça c'est clair. Mais vous allez aussi déclarer dans cette catégorie, la catégorie coût de personnel et avec des règles similaires de calcul et de détermination du taux horaire, etc., ce qu'on appelle les personnes physiques qui travaillent avec un contrat direct. Voilà, c'est la catégorie A2 dans la catégorie coût de personnel, et vous allez aussi les déclarer sous ce même format. Le cas est plus rare, beaucoup plus rare que le cas de la catégorie précédente, employé ou équivalent, que je viens de vous mentionner. Petit point d'alerte sur les stagiaires et les doctorants. Les stagiaires, nous préconisons très fortement, dans la mesure où en France, un stagiaire est censé être en train d'être formé, il est ce qu'on appelle, ce qui est bien mentionné dans la convention de subvention à noter, training oriented, il n'est pas censé travailler. Vous ne pouvez pas, nous ne conseillons pas de le déclarer au titre d'écoute directe. Voilà, car, et quand bien même il fournirait un travail conséquent sur le projet, son statut, de par son statut, il est en formation. Donc, vous devez le faire financer par d'autres moyens, comme les coûts indirects, par exemple, si votre financement le permet. Dans le cadre des doctorants, s'il y a bien un contrat de travail, les doctorants vont être à déclarer en coût de personnel, puisque les doctorants peuvent être considérés comme work-oriented. Et dans ce cas-là, c'est bon, mais attention, ils sont souvent déclarés comme travaillant à 100% sur le projet, mais il peut y avoir des périodes de formation, à la fois pour le doctorant qui va suivre un certain nombre de formations dans le cadre des écoles doctorales, et à la fois des doctorants qui vont donner des cours, qui vont faire de l'enseignement. Donc évidemment, ce temps-là est à déduire, n'est pas à déclarer comme consacré au projet, est à déduire dans le cadre de la feuille de temps, de l'intégralité du temps de l'agent, du doctorant en question. Voilà, je vais passer la main à ma collègue Irénée, lui redonner la main pour qu'elle termine encore avec quelques petits conseils sur les coûts de personnel. Merci, Lucie. Alors, je vais reprendre la présentation plan écran. OK. Conseils et bonnes pratiques à mettre en place pour les calculs de coûts de personnel. On commence avec un conseil très général. L'idée, c'est d'avoir une procédure commune applicable à l'ensemble des projets que l'organisation gère, et donc avoir des règles claires et déterminées pour tout le monde, pour les calculs des heures productives et pour la mise en place des autres pratiques, comme par exemple les feuilles de temps et l'enregistrement de temps. Si on utilise l'option numéro 3 sur les calculs de temps productif, donc l'option annuelle standard,
chaque année, l'établissement doit faire produire une note sur la méthode des calculs des 16 heures productives. Donc, il faut se souvenir, dans ces cas-là, d'avoir ces documents mis à jour chaque année. Et une autre suggestion, toujours d'ordre général, de briefer, informer et sensibiliser les personnes qui travaillent sur les projets à compléter leur feuille de temps en amont du démarrage du projet. Donc, il faut bien alerter toutes les personnes, et soit les managers du projet et son équipe, à compléter de manière correcte les feuilles de temps. Et pour faire ça, c'est bien, par exemple, une bonne pratique pourrait être celle de mettre en place une réunion de démarrage du projet et dans laquelle on présente les logiciels d'enregistrement du temps ou la méthodologie qu'on utilise en interne et on donne toutes les alertes nécessaires et que donc tout le monde doit, les règles que tout le monde doit suivre dans la mise en œuvre du projet. Et l'autre suggestion et bonne pratique plus spécifique concerne le feuille de temps. En fait, il faut partir d'un constat qui concerne les erreurs régulièrement constatées par les auditeurs par rapport aux feuilles de temps. Déjà, il faut savoir que les coûts de personnel, normalement, représentent la pourcentage plus élevé des erreurs détectées et des erreurs détectées pendant un audit et souvent ces erreurs-là concernent le feuille de temps. Et par exemple, les erreurs plus communes sont que l'enregistrement des heures travaillées sur les projets alors que la personne est en arrêt maladie ou en congé. Il faut faire très attention à ça parce qu'en cas d'audit, les auditeurs vont vérifier, vont croiser les données et vérifier si effectivement, à ce moment-là, la personne était censée travailler ou pas. L'autre erreur concerne la signature et la date correctement mis à l'intérieur des feuilles de temps. Donc, il faut toujours dater et signer, soit par la personne soit pour les membres de l'équipe, qui pour son chef, il faut signer les feuilles de temps. Et l'autre erreur concerne les temps déclarés. On peut trouver parfois une déclaration qui va au-delà du temps productif de la personne. Donc, plus qu'un temps plein qui est chargé sur différents projets. Et bien sûr, ça, c'est considéré évidemment en erreur pour les auditeurs parce que ça comporte un double financement. Ça veut dire qu'on a à déclarer plus de ce qu'on a à dépenser pour les projets, pour les différents projets. Et l'autre erreur concerne l'incohérence entre les feuilles de temps et les autres justificatifs. Par exemple, les documents de ressources humaines ou des autres éléments qui sont archivés par l'établissement et qui concernent la gestion donc, du personnel. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce type d'erreur? D'abord, la recommandation principale est au moment du démarrage de la déclaration de reporting financier, c'est bien de reconstituer toute l'activité de la personne qui a travaillé sur les projets. Donc, c'est bien de faire un point et d'aller regarder quand la personne a été en congé, quand elle était absente, si la personne est en temps partiel et en temps plein, pour avoir un cadre complet de la charge de travail et le rythme de travail de cette personne et pouvoir aussi faire un contrôle sur les feuilles de temps. C'est bien d'avoir une seule feuille de temps par personne. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une suggestion. Parce que si on a une seule feuille de temps par personne, ça signifie qu'on a tous les projets dans les mêmes documents. Et donc, ça nous permet de vérifier de manière plus efficace et plus simple s'il y a des potentiels sur déclaration. Et il faut se souvenir que l'unité de déclaration est l'heure ou le jour et par mois. Donc, on fait des feuilles de temps par mois en déclarant le temps passé sur les projets, soit par heure que par jour.
Et on a la possibilité, c'est bien de se souvenir qu'on peut faire des ajustements à l'intérieur des rapports des projets et Horizon 2020, dans les rapports financiers. Les ajustements sont à considérer comme une exception, ce n'est pas la règle, et sont uniquement possibles s'il y a eu une erreur de calcul à l'intérieur du rapport précédent. Donc, si on a détecté une erreur dans les calculs dans les reportings financiers précédents, lors de reportings financiers successifs, on peut faire un ajustement. Et vous trouverez en fait des indications sur cette procédure, soit dans la convention de subvention annotée, mais aussi dans les guides de la commission qui sont disponibles sur le portail. Finalement, pour terminer sur les coûts de personnel, comme on disait au début, nous avons déjà produit des documents, mais aussi des webinaires sur les sujets. Donc, nous, pour avoir plus de détails, nous vous invitons à visionner notre webinaire du 24 novembre passé, lors des journées sur les aspects de gestion des projets Horizon 2020. Il y a aussi un webinaire de la Commission européenne de juin 2022 concerné aux erreurs dans la déclaration des coûts de personnel dans Horizon 2020. Après, en tant que PCN juridique et financier, nous avons produit 2 fiches pratiques, un sur les coûts de personnel et un sur l'enregistrement du temps dans Horizon 2020, qui sont toujours disponibles sur notre site internet. Et après, il y a les documents de la Commission, qui est les guides à l'audit, les Horizon 2020 Indicative Audit Program, qu'on vous invite à lire soit dans les cas d'un audit, mais aussi avant pour gérer au mieux votre projet. Et c'est le moment de questions-réponses, donc on vous laisse la parole grâce au Slido. Ingrid, je te laisse les partages. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, j'espère que vous voyez bien le Slido ou pas? Oui. Ok. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule question. Imaginons un recrutement au 1er mars 2022 et une période de reporting au 1er mai 2021 jusqu'au 30 avril 2022. Comment faire le calcul sur 2 mois de présence? Imaginons la période de reporting 2 du 1er mai 22 au 31 octobre 2023. Toujours pas d'année civile complète. Doit-on à nouveau faire un calcul mensuel ou calculer un taux horaire sur 12 mois consécutifs? Je commence et puis vous compléterez les collègues. Du coup, merci pour cette question. En fait, c'est une question qui fait l'objet d'un cas spécifique dans le MGA annoté d'H2020, qui est le cas dans lequel une personne est recrutée en cours de projet et du coup au milieu d'une période de rapport. Et donc ça, c'est effectivement un cas qui est prévu dans les annotations de H2020 et dans Horizon Europe peut-être aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, en fait, il va falloir que vous fassiez un prorata parce que du coup, la personne ne travaillant pas avant qu'elle soit embauchée, vous ne pouvez pas imaginer des coûts qui n'existent pas. Donc, vous ne pouvez pas, comme c'est la règle dans H2020, utiliser forcément la dernière année financière complète pour vous servir de cette base pour calculer le temps productif de la personne. Donc, vous allez faire un prorata et utiliser en fait l'intégralité des coûts de la personne que vous avez sur cette période qui va du coup être tronquée pour dans ce cas spécifique, quoi. Donc, autrement dit, voilà, vous faites ce que je vous disais, un prorata. Attendez, je regarde ce que j'avais écrit là-dessus, sachant que vous pouvez trouver la référence, je vous disais, c'est dans le MGA d'H2020, à la page 64. Ça peut toujours vous être utile d'aller voir ça directement. Quoi d'autre? Parce que si je lis votre question, j'avais pas lu votre question, pardon. Donc, si effectivement vous faites, voilà, du coup vous basez et vous prenez la somme des 2 mois de présence de la personne durant cette période-là. Et après, pour les périodes suivantes, évidemment, vous procéderez comme d'habitude.
Voilà, j'espère que la réponse est claire et complète. Deuxième question, alors je pense l'avoir dit, mais peut-être que vous avez pris en cours et que vous ne l'avez pas dit, parce que c'est vrai que c'est par là en général qu'on commence le webinaire. Donc le webinaire est toujours enregistré et du coup vous pourrez retrouver l'enregistrement au courant de la semaine prochaine, on le mettra en ligne. Et on mettra aussi bien sûr comme toujours le support et vous retrouvez ça sur la page de l'événement, donc la page depuis laquelle on décrit le webinaire et depuis laquelle vous pouvez aussi vous inscrire. Voilà. Donc, deuxième question. Auriez-vous un conseil sur un logiciel d'enregistrement des temps bien adapté? Merci. Personnellement, je dirais que c'est personnel à l'entité, mais bon. On ne va pas vous donner un exemple, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont largement utilisés par beaucoup d'entités dans la communauté. Voilà, d'ailleurs, dont j'oublie les noms, enfin, voilà, mais vous avez certainement entendu parler de Tempo, par exemple, qui est très, très utilisé au sein des universités. Après, il n'y a pas voilà, de la part de la commission, tout ça, il n'y a aucun requis là-dessus, en fait. Vous n'avez qu'à respecter les règles de ce qui est dans le contrat. Voilà. Vas-y, qu'est-ce que tu veux rajouter, Ingrid? Je veux que tu as levé la main. Il n'y a rien dans le contrat qui vous oblige à avoir un tel logiciel. Non, c'est ça. Et puis, après, à moins que vous le développiez vous-même, c'est un achat, donc il faut respecter vos règles d'achat. Et normalement, c'est vos besoins propres. Là, je dois dire, ce n'est pas les PCN qui vont vous dire lequel est le meilleur, on n'en utilise pas. Donc, voilà. Troisième question. Il manquait la deuxième partie de la question sur la période de reporting 2. Doit-on calculer un taux horaire sur 12 mois consécutifs ou à nouveau un taux mensuel sur les 18 mois de la période de reporting 2? Par rapport à la première question sur le recrutement en cours de période de reporting 1, si j'ai bien compris. Ah, pardon. Il faut que j'aille chercher. Bon. Ouais. Non, attends, pardon. Archive. Mais je suis pas sûre je suis pas sûre de comprendre la question, du coup, ça... Oui, en fait, je pense que je cherche de résumer, si j'ai bien compris, si la personne est recrutée dans les 2 derniers mois d'une période de reporting, quel est le temps productif qu'on prend en considération? Si c'est 12 mois ou la période dont la personne a été embauchée, donc 2 mois. Je pense que c'est ça la question, non? Je suis pas sûre, je suis désolée, je suis pas sûre de comprendre cette deuxième partie de question, en fait. Ça faisait référence à la question, attention, c'est bien qu'on garde le slido, ça faisait référence à la question de, oui, à la première question, mais c'est ça, en fait. Mais je crois que ça a déjà été répondu. Oui. Mais oui, mais non, moi non plus, je comprends pas la deuxième partie parce que c'est le même principe, en fait. Enfin, Oui. c'est-à-dire qu'on applique un prorata. En tout cas, quand vous parlez de là, désolé, on ne voit pas s'afficher à l'écran. Attendez, voilà, j'ai enlevé voilà, donc elle devrait réapparaître. Oui, c'est là. Pardon. Et du coup, effectivement, quand de toute façon, ah oui, un taux mensuel. Alors, déjà, vous ne pouvez pas passer d'un taux, enfin, déjà, oubliez le taux mensuel, en fait. Parce qu'en fait, le taux mensuel, c'est un prérequis. C'est au moment où vous choisissez globalement comment vous allez calculer vos coûts de personnel dans les projets H2020, que vous choisissez si vous êtes en taux annuel ou au taux mensuel. Donc, cette décision, vous l'avez prise bien en amont et vous ne pouvez pas la prendre pour l'une ou l'autre personne de manière différente, vous voyez. Donc, ça, déjà, vous oubliez, vous ne prenez pas de taux mensuel. Je disais, vous utilisez, du coup, là, c'est une exception à la règle, je disais avant, mais là, vous pouvez faire la somme des mois
sur lequel la personne a effectivement travaillé depuis qu'elle est embauchée. Mais ce n'est pas un taux mensuel, ce n'est pas la même chose. Déjà, c'est ça. Et attention, parce qu'un taux qui se base sur la RP, je ne sais pas si vous confondez avec Horizon Europe, mais dans H2020, on est bien sur un calcul qui se fait sur la dernière année financière close, et en l'occurrence, c'est sur une périodicité de 1 année. Donc, si vous avez 3 années civiles dans une période de 18 mois, vous êtes obligé en fait de faire 3 calculs, normalement, enfin pour une personne qui a travaillé tout au long de ces 18 mois. Voilà. Ouais, tu veux, vas-y, complète, hein, Irène. Oui, non, juste une précision. En fait, les taux est toujours horaire dans Horizon 2020. La mensuelle ou annuelle, c'est la base des calculs. Donc, vous pouvez décider si calculer sur base annuelle ou mensuelle, mais vous aurez toujours un taux horaire à calculer. Oui, ouais. Oui, c'est ce qu'elle dit, elle parle de taux horaire. Ouais. Voilà, bon, j'espère que c'est clair en tout cas, sinon vous nous le direz. Alors, question suivante, la personne n'a pas compris le cas des jours d'arrêt de maladie déclarés ou non à l'assurance maladie. S'il y a des jours d'arrêt, ils doivent toujours être déclarés en jour d'absence, non? Je peux prendre si vous voulez. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais attention à ne pas confondre ce que vous déclarez dans les feuilles de temps et le calcul du taux horaire et donc la détermination des heures productives. Effectivement, si la personne est en arrêt, elle ne va pas déclarer du temps passé sur le projet dans la feuille de temps. Mais ça, c'est le nombre d'heures passées sur le projet. Donc, évidemment, les jours d'absence ne seront pas, ne seront pas déclarés, ne seront pas pris en compte. Mais en revanche, ce sur quoi je pointais le doigt, c'était le fait de déduire des heures productives les jours d'arrêt maladie qui vont être déclarés auprès de la sécurité sociale. Ils ne doivent pas, ils sont pris en compte en fait, en charge normalement par la sécurité sociale, donc vous ne pouvez pas les prendre en compte dans les heures productives, donc c'est-à-dire dans le dénominateur du taux horaire. Je sais pas, allez-y compléter les collègues si c'est peut-être pas encore clair. Mais voilà, attention à ne pas confondre les heures déclarées dans les feuilles de temps et la détermination des heures productives. Et là, je parlais bien des heures productives. Pour moi, c'est clair, mais... Bon. Je peux prendre la deuxième aussi, je vois. Donc c'est quelque chose que j'ai souligné. Il faut appliquer la méthode de calcul des heures productives également pour les recruter. Merci. La réponse est oui. Oui et oui. Il faut appliquer la méthode de calcul pour tous les agents que vous allez déclarer sur le projet, qu'ils soient recrutés à 100% sur le projet ou ce qu'on appelle personnel permanent, impliqué seulement à hauteur d'un certain pourcentage de leur temps sur le projet. Effectivement. Bon, bah, du coup, nous n'avons pas d'autres questions. Ah, si, last minute, dernière minute, puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Hein. Ce calcul des coûts de personnel s'applique-t-il à tous les programmes de financement européens ou est-il uniquement applicable sur Horizon 2020 ? Bah, écoutez, nous, on est que PCN sur H2020 et Horizon Europe. Donc, voilà, c'est une façon de vous répondre. En tout cas, dans le contexte, la programmation qui allait jusqu'à 2020, donc de H2020 et les autres programmes concomitants. 2014-2021. 2014-2020, pardon. Oui, voilà, merci. C'était vraiment, H2020 était vraiment... à part, après, voilà, maintenant vous avez entendu dans Horizon Europe, il y a un effet corporate, mais ça c'est un autre cas. Donc ce n'était pas la même chose et cette méthode était vraiment propre, de ce que j'en sais, au calcul des coûts de personnel dans H2020. Faut vérifier le contrat de financement des autres programmes. C'est tout ce que je peux vous dire, moi, perso. Si vous avez exactement la même clause H2020 qui est reportée dans votre contrat de subvention pour un autre programme, ça peut être le cas, mais moi, j'ai jamais eu connaissance qu'un autre programme faisait ça, quoi. Non. Il y avait une autre question, mais elle a disparu. Je plaide non coupable. Ouais, non, mais les gens peuvent retirer leurs questions. Ok, bah, très bien. De toute façon, on aura d'autres sessions de questions. Il y en a une à l'issue de chaque partie, donc on pourra y revenir.
Maintenant, on va passer aux autres coûts directs et faire un focus sur le subcontracting. C'est Irénée qui débute, c'est ça? Ou c'est Cécile? Ah non, pardon, Cécile, décidément aujourd'hui. Pas grave. C'est pas grave. Irénée, ouais, merci beaucoup. Oui, donc nous allons attaquer la deuxième partie, donc dont l'intitulé est autres coûts directs et sous-traitance ou subcontracting, puisque je pense que vous utilisez tous beaucoup plus fréquemment le terme de subcontracting. Avant d'entrer dans le vif du sujet, alors je vais prendre la main, Irénée, parce qu'on voulait vous présenter. C'est bon, merci. Merci beaucoup. On voulait vous présenter deux camemberts qui nous avaient été fournis par la commission, qui sont un petit peu anciens parce qu'on n'a pas réussi à obtenir de nouveaux chiffres auprès d'eux, mais qui font un état du type d'erreurs qui sont rencontrées lors des campagnes d'audit qui sont effectuées par la Cour européenne des comptes. C'est sur la base de ces camemberts aussi que l'on a fait nos choix de présentation, parce que vous voyez très, très bien que dans le premier camembert, donc qui est au niveau européen, les plus forts taux d'erreur se situent au niveau des déclarations des coûts de personnel. Donc c'est les points de vigilance et les erreurs les plus fréquentes, et on a notre première grande partie était sur ces points de vigilance concerne les coûts de personnel. Et au niveau français, on va passer à la slide suivante si tu veux bien, Irénée. Au niveau français, on a une configuration qui est un petit peu différente, mais les chiffres sont de 2021, mais on retrouve bien ce taux d'erreur fréquent sur les coûts de personnel. On retrouve également beaucoup d'erreurs sur la partie subcontracting, mais en 2021, il y avait un cas particulier, c'est que les projets qui avaient été audités étaient des projets Clean Sky. Et les avionneurs ont beaucoup recours à des sous-traitants. Donc, il y a eu beaucoup de sujets sur le subcontracting. Et la dernière grosse part du camembert est la catégorie D3, Other Goods, Works and Services. Donc, voilà, les taux d'erreur les plus fréquents pour la France pour l'année 2021 et sur la campagne d'audit 2021 étaient bien coûts de personnel, subcontracting, other goods, works and services. Et c'est la raison pour laquelle on a continué à faire nos focus sur ces sujets pour notre webinaire. Donc, la slide suivante, s'il te plaît. Un petit rappel de la règle concernant les autres coûts directs versus sous-traitance ou subcontracting. Dans le cadre de la convention de subvention pour Horizon 2020, les bénéficiaires peuvent avoir recours à deux catégories de coûts. Ils peuvent soit acheter des biens, des travaux et des services pour la mise en œuvre de leur action. Ils peuvent également faire appel à des sous-traitants pour exécuter des tâches qui s'inscrivent dans l'action, c'est-à-dire des tâches qui sont décrites dans l'annexe 1, dans la description de l'action, et dont les coûts figurent dans le budget prévisionnel.
Pour rappel, le recours à des sous-traitants reste exceptionnel et marginal, puisque les bénéficiaires, lorsqu'ils vont dans une action, doivent avoir les ressources pour mener à bien cette action. À titre d'exception, la Commission admet que pour certaines tâches, ils puissent avoir recours à des sous-traitants. On peut changer de slide. Les autres coûts directs. De quoi parle-t-on quand on parle de coûts directs? Il s'agit toujours d'un rappel. Il y a trois catégories. La première grande catégorie, qui est la catégorie 1, concerne les frais de mission, que vous connaissez tous largement, bien évidemment. Ce sont les missions pour participer à des réunions de projet, des missions de terrain, des missions pour participer à des conférences, des missions de dissémination des résultats. Et pour rappel, les frais sont éligibles s'ils sont strictement nécessaires à la réalisation du projet et qu'on peut établir le lien direct avec les tâches du projet, c'est-à-dire avec la description de l'action. Et toujours dans le cadre de l'éligibilité, les frais de mission doivent respecter les règles et les pratiques du bénéficiaire. Autre catégorie de coûts, les équipements. Il y aura un focus spécifique tout de suite après, un petit peu plus tard dans la présentation. Les coûts d'équipement sont éligibles pour les achats d'équipements, mais les équipements doivent être utilisés dans le cadre du projet et pour réaliser également les activités du projet et réaliser les objectifs du projet. Il y a une règle spécifique de déclaration des coûts d'équipement. En règle générale, et sauf si c'est prévu dans le Grand Agreement spécifiquement, il n'est pas possible de déclarer le coût d'achat total. La règle spécifique est la règle de l'amortissement, et cet amortissement est calculé au prorata de l'utilisation de l'équipement dans le projet. Donc ma collègue Lucie entrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et l'autre grande catégorie de coûts directs, c'est la catégorie D3 qui est la grande catégorie de autres biens, travaux et services. Et la condition d'éligibilité pour cette catégorie de coûts est que ces biens, travaux et services soient nécessaires à la mise en œuvre du projet, et de la même manière que le lien avec le projet puisse être fait et que l'on respecte les règles d'éligibilité de l'article 10 de la Convention de subvention. On peut passer à la slide suivante. En cas d'audit, qu'est-ce qui se passe en cas d'audit et quels sont les points de contrôle et les points de vigilance? Beaucoup d'erreurs qui sont identifiées viennent du fait que on ne trouve pas, les auditeurs ne trouvent pas d'exacte correspondance entre les montants qui sont déclarés et les pièces justificatives. Donc ça, c'est un point qu'il est très important de vérifier dans le cadre de la préparation des justifications de projet, c'est l'exacte correspondance entre ces montants. Il faut également que les pièces justificatives soient bien au nom du bénéficiaire, que les coûts soient correctement comptabilisés, ils figurent dans la comptabilité du bénéficiaire, qu'il n'y ait pas de refacturation du bénéficiaire. Cette règle fait référence à la règle générale qui existe dans le Grand Agreement, c'est qu'on ne peut pas se faire payer deux fois la même dépense auprès de deux guichets différents.
Et c'est un point de vigilance aussi parce que les auditeurs constatent que parfois les bénéficiaires ne respectent pas cette règle-là. Et puis, autre point de vigilance, c'est que le paiement doit avoir eu lieu. C'est-à-dire que la créance existe, elle est certaine et elle est exigible. On peut passer à la slide suivante. Les coûts, autre point de vigilance, les coûts doivent être encourus pendant la période du projet. Alors, il existe quelques exceptions pour des coûts avant le début du projet et après la fin du projet, notamment pour les kick-off meetings et les frais de préparation du rapport final, mais c'est très marginal et très exceptionnel, et les cas sont listés dans le Grant Agreement. Pour toutes les autres dépenses, elles sont encourues pendant la période du projet. Et ça veut dire qu'on doit avoir les dates de facture, les bons de livraison, les documents de transport, et les coûts sont enregistrés dans la comptabilité du bénéficiaire pendant la période du projet. Donc, les deux exceptions sont mentionnées là. Je l'ai dit, les coûts afférents à la réunion de lancement et les coûts à la fin du projet pour la préparation du rapport final. Et vous pouvez vous reporter bien évidemment aux annotations de la convention de subvention H2020. On peut passer à la slide suivante. Toujours en cas d'audit, les auditeurs vérifient que les coûts sont encourus par le bénéficiaire et respectent les principes de bonne gestion financière. Les principes de bonne gestion financière, ils sont également décrits dans la convention de subvention, et ça concerne le principe de best value for money, c'est-à-dire ce que l'on traduit en français par le principe de meilleur rapport qualité-prix. Un autre grand principe qui doit être respecté, c'est l'absence de conflit d'intérêt pour le bénéficiaire, en particulier dans ses procédures d'achat. Donc, il faut qu'il documente ses procédures d'achat et qu'il soit en capacité de prouver qu'il agit en absence de conflit d'intérêt, en particulier sur tous les aspects de subcontracting, mais ma collègue Irénée y reviendra tout à l'heure. Également le respect de ses propres règles internes, parce que de manière générale, la convention de subvention renvoie aux règles du bénéficiaire, et un des premiers points que les auditeurs vérifient, c'est est-ce que le bénéficiaire a respecté sa propre règle interne. Et souvent, les auditeurs sont amenés malheureusement à pointer le fait que le bénéficiaire ne respecte pas son cadre. En revanche, si le bénéficiaire n'a pas défini de règles internes, de règles générales, il n'a pas de notes, de règles de gestion, d'éléments de cadrage, à minima, il faut vérifier qu'il met en œuvre, que vous mettez en œuvre en tant que bénéficiaire, des principes financiers qui sont cohérents et qui sont appliqués de manière consistante ou de manière systématique. Ce qu'il faut essayer d'éviter là, c'est ce que la Commission appelle l'effet d'aubaine, c'est-à-dire que finalement, on a une règle qui est différenciée parce qu'on a un financeur qui est la Commission européenne et que pour tous les autres financiers, on n'applique pas tout à fait les mêmes règles. Et dernier point de vigilance, parce que c'est un point qui ressort très souvent dans le cadre des audits, c'est un sujet, c'est le sujet de la TVA. Seule la TVA qui est non déductible et non identifiable est éligible.
tous les autres cas, Dans tous les autres cas, la TVA doit être retirée puisque quand on présente un rapport financier, on le présente hors taxe. La TVA fait partie des dépenses qui sont non éligibles, sauf le cas que je viens d'expliciter. Slide suivante. Et du coup, j'en ai terminé avec le rappel général des règles et des points de vigilance. Et je vais laisser la parole à ma collègue Lucie. À toi, Lucie. Merci Cécile. Concernant les coûts d'équipement, donc Cécile vous a donné déjà un certain nombre d'éléments à avoir en tête. Je vais en reprendre certains en les soulignant encore une fois. Vous devez respecter les règles de bon gestionnaire, meilleur rapport qualité-prix, absence de conflit d'intérêts. Tous ces éléments sont mentionnés à l'article 10.1.1 de la convention de subvention H2020. Mais voilà, ça c'est la base pour tout achat, je dirais, et ça c'est évidemment applicable aussi aux coûts d'équipement. Ça a été aussi dit par Cécile dans le cadre des achats et d'une manière générale, c'est applicable aux dépenses que vous effectuez, que vous exécutez sur un projet, c'est-à-dire que tout équipement doit être utilisé, doit être lié au projet, utilisé dans le projet et effectivement acquis afin de réaliser les objectifs et les activités du projet. Il doit y avoir un lien direct avec le projet. Et ça vous a été dit aussi, la règle spécifique pour l'équipement, c'est vous ne pouvez le faire évidemment, acheter de l'équipement que si ça a été prévu dans votre budget prévisionnel, dans le cadre de l'annexe financière de la convention de subvention, et que ce que vous allez déclarer, ce que vous ne pouvez charger sur le projet, ce n'est que l'amortissement et ce n'est pas le coût d'achat, c'est-à-dire que c'est l'amortissement et aussi, évidemment, il faut aussi remplir cette condition au prorata de l'utilisation effective de l'équipement dans le projet concerné. Donc, il y a à la fois le principe d'amortissement, selon vos règles comptables, je vais y revenir, et le principe du pourcentage, de la part d'utilisation de cet équipement dans le projet. Pour continuer sur les points d'alerte et points de vigilance, je veux bien la diapositive suivante, merci. Et il ne faut pas confondre durée d'utilisation d'un équipement et durée de l'action, durée du projet. Évidemment, ça peut, selon vos règles internes, selon la durée d'amortissement d'un équipement, il peut y avoir une concomitance entre vos règles d'amortissement et la durée de l'action. Il peut y avoir concomitance aussi avec la durée d'utilisation de l'équipement, mais ce n'est pas la même chose et ce n'est pas forcément concomitant. Donc, il faut bien prendre en compte les différentes règles et la durée de l'équipement, c'est-à-dire la durée pendant laquelle vous allez utiliser l'équipement, et puis votre durée de projet, et puis à côté aussi votre durée d'amortissement de cet équipement. Ce sont bien finalement 3 choses différentes. Votre durée d'amortissement, elle doit être calculée dans le respect des règles de la comptabilité internationale, selon les standards internationaux comptables, et surtout aussi selon vos pratiques habituelles dans votre entité. Et ça, le fait qu'un équipement va s'amortir sur 10 ans ou 5 ans, ou tel type d'équipement va s'amortir sur 5, 10 ou 20 ans, ça, c'est vraiment vos règles propres à vous. Et c'est ces règles-là qu'il faut suivre. Si, dans le cas où votre équipement n'est pas utilisé exclusivement pour le projet, vous devez pouvoir être en mesure de tracer l'utilisation de l'équipement. À quel moment il est utilisé, combien de temps, pour pouvoir finalement, vous devez mettre en place un suivi très rigoureux du temps d'utilisation de cet équipement pour pouvoir prouver en cas de contrôle quel pourcentage finalement d'utilisation de l'équipement vous chargez sur le projet. Quelques autres conseils pour finir concernant l'équipement. Voilà, donc, mais sont finalement des redites. Vous devez, en cas de contrôle, pouvoir démontrer que vous êtes allé vers le meilleur rapport qualité-prix. Donc, documenter les conditions de sélection de votre fournisseur, mise en concurrence, analyse des offres, etc. À minima des copies écran, c'est de plus en plus fait dans la réalité, des copies écran montrant différents devis, cela suffit. Et évidemment, vous devez montrer que vous respectez vos règles et que vous êtes en conformité avec vos règles de calcul d'amortissement, par exemple.
vous devez aussi pouvoir prouver qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts et que vous pouvez apporter la preuve que vous avez mis en concurrence le fournisseur de manière adaptée. J'en ai fini pour l'équipement et je laisse la parole à Irénée pour la sous-traitance ou subcontracting. Merci Lucie. On va continuer avec la sous-traitance. Donc, comme on disait au début, c'est plus fréquent les mots subcontracting au lieu de sous-traitance, les mots anglais qu'on retrouve en fait dans la convention de subvention, dans les budgets et dans les rapports. Et quel est le cas de la sous-traitance? On prévoit une sous-traitance et donc chaque bénéficiaire peut décider de faire appel à un sous-traitant pour mettre en œuvre une partie ou la totalité d'une tâche comme décrite à l'intérieur de l'annexe technique du projet. Donc, en fait, l'objet de la sous-traitance est une action complète, une activité complète du projet, une partie limitée du projet, et sur la base de la description qu'on retrouve dans l'annexe technique. Et c'est bien de noter que les tâches liées à la coordination sont des tâches qui ne peuvent pas être soumises à une sous-traitance, donc ne peuvent pas être externalisées et être mises en œuvre par un sous-traitant. Slide suivante, on va regarder quels sont les principes qui définissent la sous-traitance, et on regarde spécifiquement l'article 13 de la Convention des subventions, qui est l'article dédié à la sous-traitance pour Horizon 2020. Et donc, première condition pour avoir une sous-traitance, il faut qu'elle soit prévue à l'annexe technique du projet et aussi qu'il y a un budget spécifique prévu pour réaliser cette sous-traitance. En fait, c'est une catégorie de budgets spécifiques et cela signifie que lors du montage, nous devons réfléchir déjà au besoin d'intégrer ou pas une sous-traitance pour réaliser des tâches du projet. Et même pour la sous-traitance, comme les collègues viennent d'expliquer, on doit respecter les obligations des mises en concurrence. Ça veut dire les principes de best value for money ou les principes de lowest price. Donc, c'est nécessaire, obligatoire de respecter cette mise en concurrence. Et si nous avons des règles internes pour la mise en concurrence où nous sommes soumis à la loi nationale, bien sûr, il faudra rester dans ces cadres, qui est les cadres habituels de l'organisation. C'est bien de dire aussi, de souligner que, comme spécifié à l'article 13 de la Convention des subventions, la sous-traitance ne génère pas des coûts indirects. Parce qu'en fait, on estime que c'est les sous-traitants qui réalisent l'activité par entière de manière autonome. Et donc, c'est lui qui soutient, qui a encore eu des coûts indirects. Et sûrement, ces coûts indirects, on les retrouve à l'intérieur de sa facture qui est rendue aux bénéficiaires. Et c'est pour ça qu'on ne va pas calculer au-dessus du coût de la sous-traitance des coûts indirects parce que ce ne sont pas des coûts qui sont encourus par les bénéficiaires. La dernière chose très importante à rappeler, c'est que les sous-traitants sont auditables. Donc, c'est bien de faire attention, c'est bien de prévenir les sous-traitants qu'ils peuvent être soumis à un audit par la Commission européenne. Et donc, c'est bien de prévoir aussi cette clause à l'intérieur du contrat qu'on fait avec les sous-traitants. Parce que, selon la Convention des subventions, les sous-traitants doivent être disponibles en cas d'audit à montrer les activités réalisées, les documents et tout ce qui a été mis en place pour réaliser la sous-traitance. Prochaine slide. Et en cas d'audit, on va pouvoir être audité aussi sur la sous-traitance si nous l'avons prévu à l'intérieur de notre projet. Et qu'est-ce qu'il faut, quels sont les points d'attention par rapport à la sous-traitance? D'abord, il faut qu'il y ait toujours une correspondance entre les montants déclarés
et les documents comptables. Ça veut dire plus spécifiquement les factures, par exemple, ou les coûts qui sont enregistrés dans la comptabilité. Donc, ça veut dire qu'on doit déclarer les montants réels, donc les coûts réellement encourus pour la sous-traitance. Il faut faire attention aux dates des factures et surtout, il faut avoir dans nos archives et garder dans nos archives tous les documents comme donc les factures, les bons de livraison, les documents de transport, tout ce qui peut prouver la sous-traitance et la bonne réalisation des activités par les sous-traitants. Tous les documents doivent être adressés aux bénéficiaires pour montrer effectivement les liens avec les projets et que les coûts soient réellement encourus par les bénéficiaires. Les coûts doivent être correctement comptabilisés selon les règles comptables, les pratiques comptables du bénéficiaire. Et il faut aussi souligner qu'au moment de l'audit, il faut que les paiements aient eu lieu. Donc, il faut qu'on a eu et qui effectivement, au niveau comptable, il n'y a pas eu que l'enregistrement comptable, mais que les bénéficiaires aient déjà payé et les coûts concernant la sous-traitance. Parce que normalement, un audit, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas tout de suite après la période de reporting. Il passe quelques mois après la réalisation d'un audit et à ce moment-là, il faut que les paiements aient eu lieu. Et dernièrement, comme je venais de préciser, il faut respecter les principes du best value for money ou lowest price parce qu'il faut toujours une mise en concurrence pour sélectionner un sous-traitant. Et dernière slide pour clôturer en fait cette partie. On va regarder quelles sont les différences entre sous-traitance et achat des biens, travaux et services. Parce que parfois, c'est effectivement une source d'erreurs ou de confusion, et surtout au moment du montage. Donc, c'est bien de garder bien la différence pour éviter des erreurs. La sous-traitance se configure lors la mise en œuvre d'une tâche est externalisée par entière. Donc, elle est complètement réalisée par un sous-traitant, par quelqu'un d'externe. Et donc, la tâche est l'activité décrite à l'intérieur de la description. Après, on a la catégorie de achat des biens, travaux et services qui se réalise, qui est en place, qui se configure chaque fois que les bénéficiaires demandent à un tiers de mettre en œuvre une partie de l'activité. Donc, pas la tâche par entière, mais c'est juste un support externe qui est fourni aux bénéficiaires pour réaliser l'activité. Par exemple, grâce à l'organisation d'un déplacement ou grâce à l'achat d'un équipement ou d'un service qui ne représente pas la totalité de la tâche. Après la catégorie, il s'agit de deux catégories différentes. Comme je disais, le subcontracting se retrouve dans une catégorie spécifique, il y a les subcontracts, et donc doivent être déclarés à l'intérieur de cette catégorie du budget. On doit les budgéter à l'intérieur de cette catégorie. Par contre, les achats doivent être budgétés à l'intérieur de la catégorie Other Direct Costs, qui est une catégorie spécifique du budget. Et dernière différence que je vais souligner aussi, c'est que la sous-traitance ne génère pas des coûts indirects. Par contre, les achats génèrent des coûts indirects. Donc, ça, c'est effectivement une différence très importante à souligner. Pour terminer, on va juste vous rappeler quelques sources utiles pour réviser ou avoir plus d'informations sur la sous-traitance et les autres coûts directs. Il y a un autre webinaire du 30 novembre passé lors de journées des journées sur les aspects de gestion des projets Horizon 2020 où nous avons parlé de la sous-traitance et des autres coûts directs. Il y a aussi un webinaire de la commission du 30 mai dernier sur comment éviter les erreurs pour déclarer les autres coûts directs. Et après, on vous invite à lire deux fiches pratiques que nous avons rédigées, une sur les autres coûts directs et une sur la sous-traitance. Et finalement, il y a toujours les documents, les guides de la commission, qui est l'Indicative Audit Program, qui est très important pour vous guider dans la gestion de ces coûts.
Merci beaucoup. Et on passe, je pense, à la session questions-réponses sur Slido. Ouais. Merci Irénée. Donc, première question, en ce qui concerne le calcul de l'amortissement, vous parliez de durée de l'action. Donc, amortissement égale coût d'achat sur durée d'amortissement du partenaire multiplié par la durée de l'action. Durée totale projet ou période de reporting auquel on applique le pourcentage d'utilisation. Je ne sais pas si je commence et puis vous compléterez, chers collègues. Il y a effectivement la notion de la durée du projet puisque les frais ne sont éligibles que dans les dates dans lesquelles le contrat est en cours, mais il n'y a pas dans la formule, si on peut. Pardon, j'ai perdu la question. Non, je t'en prie, elle est partie. Il n'y a pas du tout de calcul à faire en multipliant par la durée du projet. En fait, l'amortissement, c'est quelque chose comptablement qui se calcule dans votre entité, quelle que soit la source de financement qui permet de payer cet amortissement. Donc, vous prenez ce qui est établi par votre comptable. Voilà, si vous êtes une grande entité, par exemple une université, vous avez décidé ça dans les hautes instances. Voilà, il y a en général un document qui permet de fixer la politique d'amortissement et il faut respecter ce document, cette politique d'amortissement et l'appliquer dans le cadre de votre projet H2020. Donc, à savoir, voilà, si un projet démarre et s'arrête à une telle date, forcément, vous pouvez l'amortir que dans la durée de ce projet-là, si vous utilisez bien cet équipement bien sûr pendant cette durée et au prorata aussi de l'utilisation de l'équipement. Donc, si l'équipement n'est pas utilisé à 100% pour le projet dans cette durée, mais pour, par exemple, 2 équipements et que vous avez établi que c'était 50% pour chacun, voilà, vous ferez un prorata à 50%. Tu voulais rajouter quelque chose En fait, la durée de l'action, elle n'intervient pas dans le calcul du montant. C'est ça. Elle intervient c'est la période au cours de laquelle vous pouvez demander le remboursement du montant. Le montant, effectivement, c'est l'amortissement tel qu'il est prévu en comptabilité, mais au prorata de la durée d'utilisation. Donc, si vous l'utilisez à 100% ou à 50%, vous appliquez le ratio. Et ensuite, la durée de projet, c'est la durée pendant laquelle vous pouvez revendiquer le montant dans votre déclaration de coût. Typiquement, vous ne pourrez pas revendiquer un amortissement qui a eu lieu avant le début de projet ou qui a lieu après la fin du projet. Voilà, c'est tout. Question suivante. Dans un projet H2020 pour lequel il n'y a pas de sous-traitance prévue au Grant Agreement et pour lequel le porteur souhaiterait faire des essais cliniques compris dans un work package, doit-il faire l'objet d'un avenant? Je peux commencer à répondre. Après, si vous voulez compléter. Alors, si je comprends bien, les essais cliniques sont déjà prévus dans les work packages, donc l'activité est là. C'est seulement donc les sous-traitants qui n'est pas là. Donc, vous voulez externaliser la réalisation des essais cliniques par quelqu'un de part entière. Donc, dans ces cas-là, s'il s'agit d'un sous-traitant, et donc ça veut dire que vous payez cette prestation, la facture de sous-traitant qui réalise les essais cliniques, il n'y a pas une obligation, il y a une obligation de faire un avenant, mais c'est quand même la pratique plus utilisée. Mais tout d'abord, je vous invite à en parler avec votre project officer. Ce sera lui qui pourra vous dire si l'avenant est nécessaire ou pas, ou si vous pourriez faire avec cet ajout avec une procédure simplifiée, donc il va vous autoriser sans réaliser un avenant. Mais c'est bien d'en parler avec lui et voir quelle est la procédure à suivre. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez d'entité affiliée. Donc, s'il s'agit d'une entité affiliée, peut-être vous devez faire recours à un link third party dans le cadre d'Horizon 2020. Donc, dans ces cas-là, c'est encore une autre chose. Et s'il s'agit d'une link third party, il faudra faire un avenant. Mais toujours, c'est bien de parler d'abord avec le project officer, comprendre quelle est la piste à suivre.
Peut-être en complément, l'affiliate identity ou la ligne third party ne peut pas être sous-traitante. Donc, il faut définir le rôle qui va réaliser les essais cliniques. Et dans tous les cas, oui, il faut en parler avec votre project officer. C'est lui qui vous guidera sur la manière de faire. Et sur la dernière partie du projet, de la question, pardon, possibilité d'utiliser la marge du projet, je comprends que peut-être vous utiliseriez les coûts indirects. Ça, c'est votre choix. C'est peut-être dommage parce que souvent les essais cliniques, ça représente un coût qui est assez important et d'autant qu'ils sont mentionnés dans la description de l'action. Donc voilà, je pense que ça nécessite vraiment une discussion avec votre project officer. Et si par marge du projet, la personne entend flexibilité budgétaire? La flexibilité budgétaire, elle existe, mais pas pour la sous-traitance. C'est-à-dire que la limite de la flexibilité budgétaire, c'est d'ajouter la catégorie de coûts subcontracting, puisqu'on doit en principe passer par une demande d'amendement. Ce qui est normal, puisqu'on confie des tâches à un tiers. Donc, on décroche une partie des tâches qui incombaient aux bénéficiaires pour les confier à un tiers. Et il est normal que la commission ait un droit de regard et ait aussi son mot à dire sur le sujet. Et formellement, ça modifie l'annexe telle qu'est prévue, l'annexe 2 budget, vous rajoutez une ligne au tableau, donc ça s'appelle une modification contractuelle. Donc, contactez votre coordinateur et votre project officer pour discuter qui fait quoi et surtout selon quel contrat. Parce que si c'est pas pareil, c'est pas la même relation contractuelle entre une entité affiliée et une tierce partie liée et un sous-traitant. J'espère que nous avons répondu à votre question. La question suivante porte sur les frais d'inscription à un événement. En lien avec le projet, sur quelle catégorie sont-ils à déclarer? Dans la catégorie D3 et pas dans la catégorie D1. D1, c'est travel et les frais d'inscription sont dans la catégorie D3, Other Goods, Works and Services. Merci. Pour les missions, donc D1, si j'ai bien compris, on ne peut pas déduire la TVA. Dois-je en conclure que dans ce cas-là, la TVA est éligible? Et la réponse, c'est oui, si vous ne la récupérez pas. Oui. Une entité liée, voire consolidée dans un groupe, oui, donc une filiale au sens droit des sociétés, mais qui n'appartient pas au consortium, peut-elle être sollicitée en cours de projet comme sous-traitante d'un autre membre du consortium non lié pour d'autres biens et services? C'est un peu confus pour moi. Non, je pense que tu l'as dit, Cécile, à l'instant, vous ne pouvez pas cumuler ces deux rôles, en fait. Ce n'est pas possible. Parce que quel que soit le bénéficiaire avec lequel vous allez être en relation, là, c'est pour tout le consortium que la règle s'impose. Donc, vous ne pouvez pas à la fois être placé comme tierce partie liée et comme sous-traitant. Il faut faire un choix entre ces deux types de tierces parties. Ouais, alors moi, je comprends qu'il est affilié à un bénéficiaire, mais il serait sous-traitant d'un autre auquel il n'est pas affilié. Mais ça, il ne fait pas partie du consortium. C'est ça, il n'est pas lié. Il n'est pas linked third party. Il n'est pas déclaré entité affiliée, surtout. Voilà. Ouais. Linked third party. Oui, moi, dans ces cas-là, je dirais si il respecte la mise en concurrence et les règles donc il n'y a pas un conflit d'intérêt et tout ça, je ne vois pas trop les problèmes. Si la mise en concurrence est réalisée correctement, il y a en absence des conflits d'intérêt aussi. Voilà, en gros, il ne faut pas qu'il ait été choisi parce qu'il est affilié du copain à côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qui est interdit, c'est de cumuler dans un même projet le fait d'être affilié, donc de pouvoir déclarer ses propres coûts, et le fait d'être sous-traitant. Mais ce n'est pas les cas là, parce qu'ils disent qu'il n'est pas... Non, ce n'est pas le cas là.
il n'est pas un linked party, donc il est complètement externe au projet. Donc, Ouais, mais pour Donc moi, là, tout dépend si vous avez respecté vos règles d'achat. oui, c'est ça en fait. Je trouve plutôt ça si on suit la mise en concurrence et on démontre l'absence des conflits d'intérêts, je pense que ça soit pas trop problématique. Il faudra juste être prudent de bien tracer et que tout a été fait correctement. Quels documents sont nécessaires pour justifier les dépenses? 3 devis, factures, argumentaire, exclusivité. Alors, je dirais, il n'y a rien d'écrit dans la base légale. Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous... Ça dépend du marché sur lequel vous intervenez, ça dépend de quel type de biens, services ou travaux vous achetez, ça dépend du montant. De toute façon, vous allez respecter vos règles internes. Donc, si votre service achat ou votre comptable vous dit c'est au moins 3 ou 46 devis, voilà. Faut avoir, et puis votre procédure d'achat, ils disent vous pouvez pas aller au-delà, vous pouvez pas continuer la procédure si vous n'avez pas au moins 3 offres. Enfin, voilà, vous respectez vos règles et les conditions que vous avez posées pour sélectionner votre fournisseur. Il n'y a pas de règles imposées à ce niveau-là en termes de nombre de documents, type de documents par Horizon 2020. Après, l'auditeur, il va de toute façon regarder vos règles internes et regarder comment vous pratiquez les choses par ailleurs en temps normal, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non. Merci. Bonjour. Donc, c'est les règles internes de l'école qui sont, en application, en fait. Il n'y a Oui. pas de... Oui. D'accord. D'accord. De toute façon, quand vous faites un achat, que derrière vous ayez une subvention ou pas, vous suivez les mêmes règles. Oui. Vous voyez ? Donc, vous n'avez pas de raison de changer les règles que vous appliquez habituellement. C'est juste que si vous vous faites rembourser par l'Union votre coût d'achat, donc forcément, l'Union va dire je veux être sûr que vous ayez fait les choses correctement. Mais ça, habituellement, tant que vous suivez vos propres règles, normalement, ça va. D'accord, merci. La question est de savoir si vos règles sont suffisantes au regard des exigences liées à best value for money ou absence de conflit d'intérêt. Voilà. D'accord, merci. En général, en commande publique, vous êtes généralement couvert si vous avez bien appliqué le code. La question se pose plus pour des entités privées qui sont de petite taille et qui n'ont pas de règles internes documentées en matière d'achat, type association, etc. Et dans ces cas-là, l'idéal, c'est quand même de faire une mise en concurrence minimale selon les mêmes conditions, égalité de traitement, et ça passe normalement. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Je me permets de rebondir sur la question. En fait, par exemple, sur un dossier justement européen, en fait, on est obligé, justement, nos règles internes ne sont pas suffisantes et on nous demande de se conformer aux règles européennes. Par exemple, dès lors qu'il y a exclusivité, on nous demande une attestation d'exclusivité du fournisseur, plus un argumentaire technique et juridique. Donc, en gros, sur certains projets, on va au-delà de nos règles internes. Est-ce que c'est le cas pour les H2020 ou pas? À partir du moment où vous devez justifier que c'est best value for money et absence de conflit d'intérêt, mais surtout parce que là, vous êtes présumé ne pas les avoir respectés. Puisqu'il n'y a pas de mise en concurrence, il y a une exclusivité, donc il faut démontrer la pertinence et l'objectivité de cette exclusivité parce que vous rentrez dans un cas d'exception. D'accord, donc oui, ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Un doctorant peut-il être à 100% sur un projet de recherche s'il a une mission d'enseignement? Allez, j'y vais si vous voulez. J'en ai parlé tout à l'heure. Bien non. Il ne pourra pas déclarer d'heures consacrées au projet s'il fait de l'enseignement. Ça ne fait pas partie de son temps de travail recherche lié au projet. Donc non, il ne pourra pas être à 100%. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci Lucie. Alors normalement, j'ai atteint la date, le timing prévu pour les questions. Normalement, on est censé commencer la partie 3. Ce que je vous propose, c'est de garder les questions pour plus tard, à l'issue de la partie 3. Est-ce que vous êtes d'accord, mes chers collègues? Ok. Oui. Donc je passe la parole à Fanny, si je ne m'abuse, pour la partie 3. Oui, en effet, je vais vous parler des tierces parties maintenant pour
pour conclure, oui, si on peut dire ça comme ça, et pour enchaîner avec ce qu'a déjà expliqué Irénée à l'instant. Ah oui, pardon. Du coup, allons-y pour les tierces parties. Donc, commencer par d'abord définir et catégoriser les tierces parties dans Horizon 2020. Donc, une tierce partie, je pense que c'est Cécile, et c'est très bien, qui a un peu introduit tout à l'heure le sujet en expliquant qu'effectivement, quand on forme un consortium dans le cadre d'un projet du programme cadre, on est censé, à l'échelle du consortium, s'assurer qu'au maximum, les bénéficiaires peuvent réaliser les tâches du projet. Mais parfois, cela n'est pas possible, vous manquez d'une ressource, d'une compétence particulière. Et à ce moment-là, on peut en fait faire appel à des entités qui ne vont pas être signataires de la convention de subvention, donc du Grant Agreement, mais qui vont intervenir sous différentes modalités, on va le voir, soit en réalisant. Donc, du coup, quelles sont justement les différentes modalités, les différents types de tierces parties. Donc, j'ai repris une répartition qui est assez claire et que proposait aussi la Commission européenne. Donc, dans une première catégorie, on classerait les tierces parties qui réalisent en fait une partie des tâches, des travaux qui sont décrits dans l'annexe technique du projet. Et puis une autre partie, ce serait tous les tiers qui fournissent une ressource ou un bien pour que les bénéficiaires puissent réaliser les projets. Et puis après, il y a aussi, dans la dernière partie, un type de tierce partie qui est assez particulier, qui est le soutien financier à un tiers, cascade funding, mais ça qui est seulement applicable quand c'est mentionné explicitement dans l'appel à projet correspondant. Voilà pour cette petite introduction. Donc, pour aller un peu plus dans le détail sur la première catégorie, donc les tiers qui mettent en œuvre des tâches. Donc, il y a en fait 3 types de tierces parties qui correspondent à cette grande catégorie. Ce qu'on appelait du coup dans H2020 les tierces parties liées. Il y a aussi donc les sous-traitants, ce qui ressort de la catégorie subcontracting. Et puis, il y a aussi les partenaires internationaux. Les partenaires internationaux, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui là-dessus. C'était une catégorie spécifique qui a été créée dans le cours du programme H2020. C'était l'article 14A pour inclure des entités issues de pays comme les États-Unis qui ne voulaient pas être signataires du Grant Agreement. Le subcontracting, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc on n'y revient pas maintenant. Mais pour ce qui est de ce qu'on appelait effectivement les tierces parties liées, donc vous voyez que là, il y a eu un effort de la part de la Commission européenne dans Horizon Europe, pour ceux qui connaissent les règles d'Horizon Europe, parce qu'on a un peu rationalisé ça. Donc, ça regroupait en fait 2 sous-catégories, si je peux dire ça comme ça. D'un côté, les entités affiliées. Donc, les entités affiliées, vous êtes plutôt dans un contexte en général d'entreprise, de groupe qui va avoir des filiales. Donc, vous avez différents types de cas de figure qu'on a listés ici. Donc, soit le bénéficiaire est sous le contrôle direct, la tierce partie est sous le contrôle direct ou indirect du bénéficiaire, soit ils sont sous le même contrôle que le bénéficiaire parce que ce sont par exemple deux filiales d'une même société mère, soit c'est le bénéficiaire qui contrôle la tierce partie qui va intervenir dans le projet pour réaliser des tâches. Et le contrôle, c'est avoir au moins 50% d'actions, droit de vote ou de pouvoir de décision majoritaire dans une entreprise, dans un groupe. Donc ça, c'était pour les entités affiliées. Pour ce qui est des tierces parties liées
tiers ayant un lien juridique, là, on va plus, ça recoupe un certain nombre de cas. Le cas le plus courant, hein, mais c'est pas le seul, ça va être l'exemple des unités mixtes de recherche qu'on trouve beaucoup dans notre pays. Donc là, on va se baser sur une relation légale qui est vraiment durable, pérenne dans le temps et qui n'est pas établie du coup uniquement pour le projet concerné. Là où c'est aussi le cas d'une structure juridique où va y avoir un lien, par exemple, entre des membres d'une association ou d'un contrat, mais encore une fois, un contrat qui est vraiment large et qui n'est pas limité à la mise en œuvre du projet. Donc voilà pour les définitions et définir exactement ce qui va dans tierce partie liée. Dans la diapositive suivante, on vous un peu plus de détails sur les prérogatives pour ces tierces parties liées. Donc c'est l'article 14 qui devait, du coup, dans H2020 bien être identifié dans la convention de subvention. Du coup, ces tierces parties liées, elles se voient imposer les mêmes critères d'éligibilité des coûts que n'importe quel bénéficiaire. Il n'y a aucune exception à cela. Et aussi, particularité pour elles, c'est qu'elles soumettent leur propre rapport financier distinct lors de chaque période, à l'issue même de chaque période de rapport. Et la Commission européenne peut leur demander une responsabilité solidaire en guise de garantie. Donc voilà pour cette première catégorie. Donc les autres types de tierces parties, ça va celles qui mettent à disposition ou qui fournissent des biens ou des services pour le bénéficiaire. Donc il y a d'abord la catégorie achat qu'on appelle contract en anglais dans les règles de base qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Ça, on l'a déjà traité sous l'angle financier plus tôt dans le webinaire, donc je n'y reviens pas. Et il y a du coup la mise à disposition de ressources qui peut se faire soit à titre gratuit, c'est rare mais ça existe, soit contre remboursement, le cas vraiment le plus commun. Et là aussi, quelques points d'attention par rapport à cette mise à disposition de ressources. Donc, seuls les coûts réels éligibles sont les règles d'H2020 du tiers peuvent être facturés aux bénéficiaires à qui la ressource est mise à disposition. Cette mise à disposition de ressources, elle doit être indiquée à l'annexe technique du projet concerné. Et sinon, il y a toujours cette possibilité lors des rapports de déclarer ses coûts, mais alors à ce moment-là, le bénéficiaire il doit avoir conscience qu'il y a un risque de rejet des coûts. Donc, il est préférable effectivement d'en informer le project officer et de le prévoir dès le montage. Bon là, il n'y a plus de montage à H2020, mais voilà, en tout cas, c'est la bonne pratique qui reste gardé en tête. Et puis voilà, les exemples du coup que je vous ai indiqués là, donc typiquement une personne détachée, donc un chercheur qui va réaliser par exemple ses activités de recherche et du coup s'impliquer dans un projet Horizon 2020 dans un laboratoire dans lequel il est accueilli pour faire sa recherche, ou l'utilisation d'un équipement aussi, ça peut être une mise à disposition de ressources. Voilà pour la deuxième catégorie. Du coup, dans une diapositive suivante, merci. Quelques petits points d'attention généraux par rapport à ces tierces parties. C'est que dans tous les cas, le bénéficiaire, donc les bénéficiaires du contrat, sont les seuls responsables du travail et des coûts déclarés de leur tierce partie. Donc, il faut bien avoir conscience de ça quand vous impliquez des tierces parties qui sont en lien avec votre entité. Donc, si quelque chose venait à dysfonctionner, c'est vraiment le bénéficiaire qui serait tenu responsable de cela. Le bénéficiaire doit s'assurer que la commission et les instances d'audit de la Commission européenne peuvent auditer
puisse auditer ces tierces parties, en fait, et ça, on l'a invoqué tout à l'heure, hein. Donc, ça inclut les sous-traitants et les fournisseurs. Donc, voilà, donc l'audit, il peut aller jusque-là. Et en cas d'audit d'une tierce partie, le bénéficiaire, il sera inclus dans les échanges qui seront prévus. Voilà pour les points d'attention. Et puis, on voulait vous mettre le fameux tableau récapitulatif de la Commission européenne qu'on avait repris parce qu'on le trouve assez utile justement pour caractériser ces différents types de tierces parties et voir le type de tierce partie qui peut le mieux s'appliquer à votre cas de figure. Donc voilà, je n'y reviens pas en détail, mais vous l'aurez du coup dans le support et du coup, il est exhaustif. Vous avez vraiment tous les types de tierces parties que vous pouvez retrouver dans ce tableau. Voilà, du coup, je m'arrête là et comme ça, si vous avez encore des questions, on a encore un petit peu de temps pour les questions, mais d'abord, effectivement, une petite question pour savoir voilà, si ce webinaire vous a paru utile. C'est toujours important pour nous d'avoir un retour à minima sur les webinaires qu'on organise. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner sur Slido et à voter. Vous pouvez voter, c'est une note sur 10 que vous pouvez nous donner ce matin. Là, donc je vois le compteur est à 20 personnes. On vous laisse encore quelques petites secondes. Voilà, sachant ce qu'on fait souvent, là, on va repasser aux questions, mais on essaie de laisser le sondage ouvert. Comme ça, si jamais voilà, vous voulez encore voter à la fin ou à l'issue du webinaire, vous pouvez toujours le faire, même si après, je me doute que vous aurez plein d'autres choses à faire pour boucler la semaine. Très bien. En tout cas, merci pour ceux qui ont participé et qui ont déjà voté. Voilà. Et puis, du coup, on en revient aux questions que vous pouvez avoir. Alors, en priorité sur la partie tierce, les parties tierces, et sinon, on va généraliser aux questions qu'on aurait sur tous les sujets. Donc, du coup, je reprends aux précédentes questions, hein, du coup. Donc, une petite dizaine de minutes. Est-ce qu'on pourrait faire appel au project officer en cas de désaccord avec le coordinateur d'un projet H2020 sur le montant d'un solde? Alors, je dois dire que ce n'est pas franchement en rapport avec le webinaire. Alors, je dirais que ça risque d'être compliqué parce que ça concerne la mise en œuvre de l'accord de consortium. Si je comprends bien la question, et le project officer ne vous accompagnera pas sur les différences d'interprétation que vous pouvez avoir sur l'accord de consortium. Il ne le connaît pas, il n'a pas à le connaître. Donc, vous êtes dans le cadre de l'accord de consortium. Et il faut résoudre les différences suivant les règles qui sont définies dans l'accord de consortium, il me semble. Ingrid, on ne t'entend pas si tu veux ajouter un complément. Non. Ok. Donc, excusez-moi. Hop, question suivante. Si une tierce partie liée déclare plus que le budget qui lui est accordé, mais que cela reste dans le budget global du bénéficiaire auquel elle est liée, je suppose, les coûts de la tierce partie liée sont-ils plafonnés? Après, ça dépend comment vous êtes organisé dans le cadre du consortium, je dirais, mais... En fait, la relation que vous allez avoir avec votre tierce partie liée en tant que bénéficiaire, c'est à vous de l'organiser. Et la Commission européenne va pas se mêler de ça. Et même le consortium, à moins que vous ayez prévu des choses spécifiquement à ce niveau-là dans le consortium agreement, mais c'est vraiment voilà la cuisine entre le bénéficiaire et sa tierce partie liée.
Donc, effectivement, ça, comme vous le dites, le budget fait partie du budget global du bénéficiaire en termes d'affichage. Donc, normalement, vous êtes mis d'accord avec votre tierce partie, il y a un budget maximal. Après, il y a une certaine flexibilité budgétaire. Si d'aventure, il y a des coûts, ils veulent déclarer plus de coûts et que vous au sein du budget du bénéficiaire auquel il est lié, il y a moins de dépenses, c'est toujours possible. Voilà. Mais va falloir que vous trouviez en tout cas un terrain d'entente et que vous entendiez avec votre tierce partie liée. Alors, si dans l'audit d'une tierce partie liée, on trouve des coûts à rejeter, la commission le réclamera à la tierce partie liée ou au bénéficiaire auquel elle est liée? Elle le réclame au bénéficiaire. Au bénéficiaire. C'est le bénéficiaire qui reçoit la subvention et le bénéficiaire aura à s'organiser avec sa tierce partie liée pour récupérer ou pas, ça dépend de vos accords et de vos règles de fonctionnement, le montant qui aura été réclamé. J'ajouterais que seul le bénéficiaire a signé le Grant Agreement. Oui. Donc, il est le seul qui est juridiquement lié à l'Union et donc le seul que l'Union peut actionner légalement pour réclamer le remboursement. Si remboursement, il y a lieu de réclamer. Quelle est la différence entre C3, Other Goods, Works and Services, et D2, Other Cost Categories? Peut-être qu'il faut rappeler, je me permets de commencer, mais peut-être qu'il faut rappeler juste les catégories. Je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais je peux partager mon écran. J'ai le financial statement sur mon écran, là. En fait, on a dans la catégorie... Bon, la catégorie A, c'est les coûts directs de... Ouais, je sais Ce pas. sera plus parlant. Ouais, moi aussi, je l'avais ok. préparé. Je pense que tu as raison, il faut... Je prends la main, désolée. Hop, vous me dites si vous voyez. Peut-être zoom un petit peu. Mais... Oui, j'essaye. C'est un peu pas de bouche. C'est mieux. Est-ce que ça va, là, comme ça? Ouais, ça va mieux, ouais, je pense. C'est mieux. Peut-être je peux même faire encore un peu plus. Voilà. Donc, on a la catégorie A, Direct Personnel Cost, coût de personnel, je ne m'arrête pas. Catégorie B, la sous-traitance, comme ça vous a été présenté. Catégorie C, on a C1 et C2. C'est très spécifique, c'est le cascade funding, ça a été rapidement mentionné par Fanny, je ne m'arrête pas non plus, c'est que vous ne pouvez activer cette fonction-là, cette dépense-là, que si c'est expressément prévu explicitement prévu dans l'appel à projet sur lequel vous vous positionnez. Donc, ce n'est pas activable par tous les projets. En revanche, ce qui nous intéresse là, c'est les Other Direct Costs, D, où on aura D1 Travel, D2 équipement, D3 Other Goods and Services. C'est dans cette catégorie D3 qu'on aura les frais d'inscription à des conférences. On l'a mentionné un petit peu avant. D4, c'est les coûts pour les larges infrastructures. De la même manière, là aussi, il faudra que ça soit plutôt prévu, bien prévu dans le projet initialement. Et ensuite, D5, c'est la facturation interne sur laquelle on a décidé de ne pas nous arrêter aujourd'hui. Je ne sais pas si les collègues, vous voulez préciser certaines choses. Donc, du coup, il n'y a pas de C3, je ne sais plus la question d'origine, il n'y a pas de catégorie C3. Je pense que j'étais un peu perdue. En fait, je pense que C3, la personne normal. fait référence à la catégorie d'Horizon Europe, il me semble. Ah, bah alors peut-être. Alors oui, tu fais bien de le dire, Fanny, parce qu'effectivement, nous avons aussi constaté que la numérotation n'est pas la même entre H2020 et Horizon Europe. Donc faites attention, les catégories ont un tout petit peu changé. Mais globalement, ça reste les mêmes dans le contenu. Eh ben, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui. C'est juste la numérotation avec les lettres et les chiffres qui a un petit peu changé, mais le contenu reste le même et on retrouve les mêmes catégories. Ensuite, est-il possible d'avoir recours à de la sous-traitance avec une filiale de l'université bénéficiaire du projet ou cela doit-il entrer en compte dans la catégorie achat de biens, travaux, services? Alors, comme on a dit, on ne peut pas cumuler le fait d'être une tierce partie liée ou une entité affiliée et le fait d'être sous-traitant. En revanche, ça, on a déjà répondu à la question tout à l'heure, si cette filiale de l'université n'est pas du tout dans le projet, elle n'est pas déclarée comme entité affiliée de l'université ou tierce partie liée, elle peut être sous-traitante si elle a été choisie à ce titre correctement, en respectant les règles de best value for money, absence de conflit d'intérêt et en respect des règles internes d'achat.
Et il y a une dérogation qui est possible, c'est par exemple si elle est le fournisseur habituel de son client. Ça peut marcher aussi. Voilà. Là, tout dépend des circonstances, si vous tombez ou pas si vous respectez les règles et les dérogations éventuellement prévues par ces règles. J'espère avoir répondu à la question. Dernière question pour l'instant. Notre partenaire souhaite que la gestion financière du projet soit faite par une autre organisation, de même affiliée ou juridique. Donc affiliée ou tierce partie liée, je comprends. Est-ce que cela est possible dans les projets H2020 ? Normalement, je crois que c'est pas si c'est une fonction de coordination, normalement, c'est pas délégable. Les versements éventuellement, mais pas la gestion financière autre que les versements. C'est pas ça, hein, il me semble, hein. Normalement, la coordination administrative et financière n'est pas délégable. Oui, tout à fait. Tout ce qui est coordination et versement, comme tu le disais, c'est pas possible. Et donc, il faut voir en vous référant à l'article qui décrit les bénéficiaires et le rôle qui fait un encadré sur le rôle des coordinateurs, si vous êtes coordinateur, ce qui est possible de déléguer, ce qui n'est pas possible de déléguer. Voilà. Mais faites attention. Normalement, c'est pas. Pardon. Voilà. Oui, voilà. Normalement, il y a. Voilà. Mais du coup, tout ça est subtil et voilà. Faites attention parce que quand vous êtes par exemple une grande université, un grand organisme, vous êtes une grande entreprise aussi, qui de mieux que votre comptable ou tout ça pour connaître certaines règles. Donc voilà, attention à bien définir les choses et ce qu'il est possible et pas possible de faire si vous faites appel à quelqu'un d'extérieur pour vous appuyer, quoi. Le principe, c'est que les tâches de coordination administrative, j'entends au titre principal, puisqu'on est dans un contrat financier, ne sont pas délégables à un tiers. En revanche, la seule exception, c'est les établissements publics qui ont une filiale dédiée pour ce faire. Le cas qu'on appelle les cas des filiales de valorisation, avec une autorisation de gestion spécifique. Mais là, c'est une spécificité française et de la recherche française. C'est une dérogation explicite autorisée par l'Union pour la France. En dehors de ce cas-là, normalement, c'est pas possible. Et peut-être pour terminer sur la question, on est certainement sur un projet qui est en cours, puisque c'est un projet H2020, c'est pas un nouveau projet, c'est pas un projet qui est en cours de montage. Donc ça impacte la vie du projet et si les règles changent, il faut en parler au project officer aussi. C'est-à-dire que le partenaire ne peut pas décider tout seul de changer ces modalités-là. Et donc, c'est avant tout un échange avec le coordinateur et le project officer. Ça arrive normalement à l'issue du délai imparti pour les questions. Et normalement, et j'en ai plus d'autres. J'ai oublié de repartager mon écran après que Lucie est arrêtée, excusez-moi. Et normalement, nous passons aux autres ressources, enfin aux ressources utiles, pardon. Et je rends la parole à Fanny. Oui, désolée, je ne savais pas que c'était moi qui faisais les ressources, mais je l'ai fait avec grand plaisir. Du coup, quelques références sur les règles du programme H2020, puisque vous avez toujours, si vous allez sur le portail, accès à la page Reference Documents, qui est aussi très utilisée au sein du PCN. Donc voilà le lien. Vous avez bien sûr le règlement financier et tout un tas de documents. Voilà, Ingrid est en train de montrer cette page. Donc il suffit de choisir la bonne période, donc 2014-2020, et de sélectionner Horizon 2020 pour trouver l'intégralité des documents. Tout est là. Et il restera encore un petit moment. Vous avez le règlement financier, les différents règlements qui s'appliquent. Et bien sûr, le MGA noté qu'on vous conseille vivement de regarder si ce n'est pas déjà fait, qui résume les règles juridiques et financières. Donc voilà pour les ressources. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'ouvre. Ah oui, tu montres le MGA.
Ok. Voilà, diapositive suivante aussi. Un rappel sur notre portail français. Alors, il est dédié à Horizon Europe, mais néanmoins, et puis vous y trouvez énormément de choses, hein, parce que vous avez certainement des projets, vous aurez des projets Horizon Europe, j'en doute pas, dans un avenir proche, c'est pas le cas. Et vous avez, du coup, alors là, ouais, on vous montrait, voilà, donc là, vous voyez nos pages et la page ressources juridiques et financières dans comment participer dans le menu que vous trouvez à gauche de l'écran, parce on a quand même laissé ici des documents utiles sur H2020, savoir les fiches pratiques H2020, mais aussi si vous allez dans notre boîte à outils, vous avez une section de la boîte à outils qui est dédiée à Horizon 2020. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y référer. C'est toujours là et ça le restera tant qu'il y aura des projets H2020 qui seront en cours. Voilà pour nos ressources, en plus des ressources de la Commission européenne. Je pense qu'on en a terminé. Donc, je le rappelle, l'enregistrement et le support seront rendus disponibles sur la page de l'événement à partir de la semaine prochaine. On va faire un webinaire. Le prochain qu'on fera, ce sera le 7 mars 2024. On vous mettra dès que possible la page de l'événement en ligne pour que ceux qui le souhaitent puissent s'inscrire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site internet dont je viens de faire la pub. Voilà. Donc, je vous remercie tous et toutes pour votre participation, pour les questions et mes collègues pour la préparation de ce webinaire. Voilà. Et puis, pour tout ce qu'on a fait encore cette année 2023 qui a été bien, bien riche et bien fournie en activité, voilà, donc passez, parce que ça commence à arriver là assez rapidement, je ne m'en rends pas trop compte. À cette heure-ci, passez tous de très belles fêtes de fin d'année, reposez-vous et voilà, pour revenir en forme l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir et puis joyeuses fêtes. Au revoir. Si on ne se revoit pas d'ici là. Merci, au revoir. Au revoir. Bientôt, au revoir. Merci.